Bonjour, bonsoir et merci de nous avoir rejoints après cette pause et d'être aussi nombreux encore dans cet amphithéâtre du musée Guimet pour cette deuxième partie de cette journée consacrée justement à la commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger et à leurs 80 ans. Donc on a eu une première partie professionnelle que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant et nous entrons maintenant dans une partie plus grand public pour que le grand public justement s'aperçoive de la richesse de ce qui se passe dans ces fouilles archéologiques à l'étranger. On est le 2 décembre. Évidemment, je pourrais vous parler d'une Austerliste, c'est-à-dire la liste de toutes les archives et de toutes les fouilles à l'étranger, mais nous allons tenter justement de rendre cela incarné avec la présence de nombreuses et nombreux archéologues qui seront avec nous toute cette fin d'après-midi. On va commencer en excusant d'abord Alexandre Farnoux qui n'a pas pu nous rejoindre alors qu'il a été une des chevilles ouvrières et même la principale cheville ouvrière avec Guillaume Robert de cette journée. Donc il est secrétaire général de la commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger, mais il n'a pas pu nous rejoindre pour raison de santé. Aujourd'hui, on pense beaucoup à lui et nous allons commencer d'abord par les 80 ans de la commission des fouilles, un petit film de Gédéon Productions d'une dizaine de minutes qui va nous permettre de nous replonger dans cette longue histoire. Et ensuite, avec Nicolas Grimal, donc, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, eh bien, nous allons faire un petit résumé de cette longue histoire de 80 ans avant de faire la première table ronde qui sera avec nous dans un gros quart d'heure, 20 minutes peut-être maintenant, presque une demi-heure, autour justement de l'archéologie comme savoir pour le futur. Le film d'abord. Chaque année, aux quatre coins du monde, des centaines d'archéologues français s'engagent, en tête-à-tête et au corps à corps avec les traces de notre passé. Beaucoup de leurs découvertes ont fait date dans l'écriture du grand livre de l'histoire de l'humanité. Derrière ces femmes et ces hommes, la passion, l'excellence et le soutien d'une institution abritée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis 80 ans. C'est la Commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger, plus connue sous le nom de Commission des fouilles. Pour nous la faire découvrir, son secrétaire général et professeur d'archéologie, Alexandre Farnoux. Dans l'immédiat après-guerre, les chantiers sont très nombreux évidemment pour la France. Il y a un chantier très important qui est la reconstruction des relations internationales. Une fois le conflit apaisé, il faut trouver d'autres voies de discussion et de négociation avec le reste du monde. L'un des plus grands archéologues de l'époque, Henri Seyrig, propose alors au général de Gaulle de créer une commission pour superviser et organiser la recherche archéologique à l'étranger. L'archéologie a représenté une possibilité de construire un autre monde sur d'autres relations qui sont celles de la coopération scientifique. Cette idée aboutit à la création de cette commission en 1945. Et sa structure n'a pas changé depuis, c'est-à-dire elle est composée des personnes responsables de la politique de la mondialisation au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et un certain nombre d'experts qui couvrent tous les champs chronologiques et géographiques depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, qui examinent chaque année environ 200 dossiers pour examiner ceux qui méritent d'être soutenus par un financement du ministère des Affaires étrangères. Et donc il y a une espèce de relation, un double bénéfice entre les archéologues et les diplomates. Il y a à la fois l'intérêt des archéologues de bénéficier d'un soutien partout à travers le monde en s'appuyant sur le réseau des postes diplomatiques. Et de l'autre côté, évidemment, ce réseau diplomatique aussi bénéficie des relations que les archéologues développent, puisque par le métier qu'ils exercent, ils sont amenés à rencontrer une très grande diversité de personnes dans les pays où ils sont installés pendant de longues années. Et donc un archéologue est en contact aussi bien avec le ministre de la Culture ou les autorités administratives du pays, mais aussi avec les populations avec lesquelles il partage la vie sur place. Ces missions, elles couvrent l'ensemble des continents avec 5 sous-commissions: Europe, Maghreb, Afrique, Orient, Arabie, Amérique et Asie-Océanie. Donc on couvre la totalité du monde, depuis l'Alaska jusqu'à la Corée du Nord.
C'est ce qui fait sa singularité par rapport à toutes les autres institutions qui peuvent s'occuper d'archéologie française à l'étranger. Elle reçoit chaque année entre 190 et 200 dossiers de demande de financement et elle ne peut en financer que 150, 160 environ. Donc elle doit examiner l'ensemble de ces dossiers, les classer. Et ces critères sont très précis, hein. C'est d'abord évidemment une excellence scientifique. Alors les équipes que les archéologues emmènent sur le terrain sont des équipes extrêmement variées, avec des compétences qui sont rassemblées, qui vont couvrir les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences érudites liées aux civilisations qu'ils étudient, mais aussi les sciences de la nature. Il nous faut des spécialistes de la technologie, hein, qui vont être des spécialistes de l'analyse des matériaux, hein, en tant que tels. Il nous faut aujourd'hui des biologistes, hein, qui vont nous aider à faire des analyses d'ADN. Il nous faut des spécialistes d'archéothanatologie, de paléo-environnementalistes, de géomorphologues. Il faut non seulement maîtriser la langue française, mais il faut maîtriser les langues documentaires et la langue du pays dans lequel on travaille. Il faut vraiment être attaché au terrain. C'est encore très costaud, c'est solide comme tout. Encore une superbe salle ici, mais un peu près du bout. C'est étroit? Bah oui, c'est étroit, mais on passe. Hein. Il n'est pas bien large, mais bon. Ah, c'est plein de cafards, ce coin-là. Ça court sur les parois, dis donc. 1 km à l'heure, il nous reste 100 km. Ça va? Il faut constamment veiller à préparer la relève, c'est-à-dire qu'il faut former des étudiants dans toutes ces spécialités. La difficulté, c'est que ces jeunes chercheurs, il faut leur donner des postes pour qu'ils puissent évidemment faire une carrière dans le domaine. Or, aujourd'hui, une partie de ces jeunes chercheurs qui prennent en charge des missions se trouvent sur des postes précaires à durée limitée. Et donc, nous n'avons aucune visibilité sur l'avenir. Si la France ne peut pas présenter de spécialistes réputés, bien formés, compétents, ça veut dire que c'est un autre pays qui ira faire cette recherche. Donc, ça met en péril des pans de coopération dans lesquels, jusqu'à présent, la France était très présente. Fruit de cette excellence, les découvertes des missions soutenues par la Commission des fouilles repoussent toujours plus loin la connaissance des civilisations du passé et nous donnent à voir des mondes disparus. Mais à côté de ça, évidemment, il y a des découvertes qui sont beaucoup moins spectaculaires, mais qui sont pour nous très, très importantes. Découvertes de traces de culture dans le désert à des époques où on ne les attendait pas, découvertes de traces d'épinards en plein désert, qui peuvent paraître des découvertes extrêmement mineures, mais ça veut dire qu'un autre monde est possible. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est ces différentes échelles de découvertes qui pour nous sont très riches d'enseignements pour la suite. And these carbonized seeds, they are 5,000 years old, and they will tell us a lot about the field, if it was irrigated or if it was how it was worked, the field, how they cut the crops and so on. This is a great opportunity for me to work with a foreign mission, which is, very rare in Pakistan to work with a mission like this. Nous demandons à ce que toutes les missions assurent des missions de formation. Nous sommes très attentifs à ce que le travail qui est développé sur place soit un travail partagé avec les collègues des pays qui nous accueillent. Très souvent, ces missions sont des chantiers-écoles qui accueillent des étudiants du pays et qui accueillent des étudiants français et d'autres nationalités, en sorte que ces équipes sont une sorte de mini-université dans lesquelles les étudiants vont passer 1 mois, 2 mois, tous ensemble, à apprendre les métiers de l'archéologie. L'autre impératif de la commission, c'est la valorisation. Nous faisons très attention à ce que la recherche en archéologie soit une recherche qui relève de ce que nous appelons aujourd'hui la science participative, c'est-à-dire qu'elle partage avec le grand public les résultats obtenus. Et ce partage des connaissances, nous veillons à ce qu'il se fasse par toutes sortes de moyens, journées portes ouvertes, conférences, expositions, mais aussi participation à la valorisation du patrimoine, c'est-à-dire proposer des protocoles de restauration, proposer des programmes de mise en valeur, d'aménagement des sites sur lesquels nous avons travaillé. Et cette valorisation, elle est très importante pour les pays d'accueil dans la mesure où découvrir un site, découvrir des antiquités, des vestiges, c'est découvrir un morceau de leur histoire nationale. Action de l'homme ou catastrophe naturelle, ce patrimoine est constamment menacé. En juillet 2000, la mise en eau d'un barrage sur l'Euphrate en Turquie engloutit l'antique cité de Zeugma. Juste avant,
une équipe d'archéologues soutenue par la Commission des fouilles a découvert et sauvé 1000 mètres carrés de fresques murales et de mosaïques. La commission a une fenêtre assez impressionnante sur tout ce qui, dans le monde, menace le patrimoine. Et donc, beaucoup de missions se trouvent placées devant des urgences. Il s'agit d'aider un pays à sauvegarder quelque chose qui a été détruit, qui est détruit, qui va être détruit. Et les missions françaises sont capables de développer tout un savoir-faire, des équipes, en un temps très rapide. On a en effet souvent l'habitude de dire que les archéologues sont les derniers à partir et les premiers à revenir. Et c'est le cas dans plein de pays en crise. Le MAE assure d'abord la sécurité des personnes en suivant les avis qui sont donnés par la commission de sécurité, qui fait que les personnels sont évacués. Il faut savoir que même quand la présence physique n'est plus possible, les archéologues trouvent les moyens de garder le contact avec leurs collègues. C'est ce qui s'est passé avec la Syrie, c'est ce qui s'est passé avec la Libye, c'est ce qui se passe avec le Soudan actuellement, où les collègues qui travaillent là-bas continuent à avoir des contacts avec les chercheurs, malgré les crises très graves et extrêmement violentes qu'ils traversent. L'archéologie soutenue par la Commission des fouilles analyse le passé et regarde vers l'avenir. Car le livre des origines que les archéologues reconstituent ne nous avertit pas seulement sur des impasses, il nous propose aussi des solutions face aux grands défis que pose le changement climatique. Au Brésil, les équipes de la mission Sambakis Amazonia fournissent ainsi des données datant du Paléolithique pour comprendre l'évolution de la biodiversité et les moyens de la protéger. La variété des interrogations qu'apportent les archéologues permettent d'étudier les interactions de l'homme et de son milieu naturel, de l'exploitation des ressources naturelles, de sa capacité à les épuiser et à les renouveler, à trouver des emplacements pour s'installer et développer des civilisations. Et on le voit très bien au Pakistan ou en Inde, où plusieurs programmes travaillent sur comment, dans des régions qui sont des régions inondables, comment l'homme a justement fait face à ces inondations en déplaçant son habitat, en construisant des réserves hydrauliques, en détournant des cours d'eau, en rassemblant l'eau. Ce sont autant d'informations que l'archéologue peut donner aux décideurs, au monde politique, pour qu'ils inscrivent leur action dans le temps long, dans une épaisseur de l'histoire qui est celle de l'occupation du monde par l'homme. Voilà pour cette brève présentation télévisuelle de cette commission des fouilles. Nous sommes, en l'absence d'Alexandre Farnoux, nous sommes en compagnie de Nicolas Grimal, qui est à côté de moi, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et membre de cette même commission. Évidemment, vous ne pouvez pas revenir en 1945 pour nous expliquer comment était cette commission à sa naissance, mais est-ce que vous voulez brièvement nous faire le chemin qui part de cette archéologie française, évidemment très prestigieuse au 19e et au début du 20e siècle dans le monde entier, cette archéologie française que tente de reconstruire le général de Gaulle et ceux qui l'entourent à ce moment-là, qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui, Nicolas Grimal. Oui, merci. D'abord, je tiens à préciser une chose, je n'étais pas né en 1945. Je sais bien. Je suis certes une forme de mémoire, mais pas à ce point. Je voudrais avant toute chose d'abord remercier Gédéon Programme pour ce magnifique film où j'ai retrouvé toutes les qualités et l'intelligence et la compréhension des sujets traités. Je remercie le patron en l'absence des troupes. Bon. Et puis d'un autre côté, je voudrais saluer la délégation de nos collègues irakiens qui est ici. Et je suis très, très heureux de leur présence parmi nous. Et j'espère que leur séjour leur apportera beaucoup. Vous représentez en quelque sorte l'aboutissement de beaucoup de nos efforts. De vous voir ici est le signe que nous réussissons dans nos entreprises. Soyez les bienvenus. Ahlan wa sahlan. Bon. J'en viens à mon rôle de bouche-trou, puisque je ne suis là que parce que notre pauvre Alexandre n'est pas dit disponible. Oui, comme vous l'avez dit, lorsque Henri Seyrig et le général de Gaulle ont décidé d'unir leurs expériences et leur culture pour créer cette commission des fouilles,
En fait, ils ont beaucoup soulagé le CNRS, qui avait une commission dont ils ne savaient pas trop que faire, qui était celle des fouilles françaises à l'étranger. Car le CRS n'avait pas les moyens d'assurer les transports, d'assurer la bonne tenue de toutes les missions qui allaient se faire. Et là, la rencontre avec les affaires étrangères a été providentielle à plus d'un égard, puisque le réseau diplomatique français a offert un asile, en quelque sorte, à ces missions. Et je dois dire, presque 80 ans plus tard, que le réseau français a parfaitement fonctionné et les affaires étrangères ont été et sont encore le support essentiel de ces travaux archéologiques. C'est ce que Alexandre Farnoux appelait le double bénéfice, effectivement, du travail en commun des archéologues et des diplomates. Tout à fait. Et cela a été dit tout à l'heure et cela m'a touché parce que, comme le savent certains d'entre vous, j'ai une longue carrière à l'étranger. Oui, l'archéologue est le premier arrivé et le dernier parti. C'est-à-dire que l'archéologue est aussi, lorsque les choses vont mal, lorsque les relations se dégradent ou lorsque les pays souffrent, l'archéologue est au contact du pays, au contact des gens, parce que c'est notre métier d'être parmi les gens, parmi eux, et de partager leur vie et de les aider à retrouver et à dominer leur propre passé. Donc souvent, l'archéologue est une sorte d'intermédiaire invisible, mais en tout cas, de mon expérience, ce rôle d'adjoint, si vous voulez, d'aide, a toujours fonctionné pour la plus grande satisfaction des deux parties. Alors il y a peut-être une différence par rapport à 1945, Nicolas Grimal, c'est qu'on était à une époque où la langue diplomatique était encore pour peu de temps le français, qu'il y avait donc une francophonie dans l'ensemble des pays du monde et qu'au bout du compte, aujourd'hui, comme le disait Alexandre Farnoux, eh bien, il a fallu maîtriser plusieurs langues pour pouvoir être archéologue français à l'étranger, non seulement les langues anciennes que l'on doit maîtriser évidemment par sa propre formation, mais aussi les langues contemporaines, parce qu'effectivement, le français a peut-être moins de place qu'il n'en avait à cette époque-là, et donc il y a tout un travail de cohabitation des langues dans les rapports de fouilles que l'on doit faire, mais aussi dans le travail quotidien, pourrait-on dire, qu'il y a entre les archéologues français et les archéologues de chacun des pays dans lesquels les chantiers français sont installés. Oui, bien sûr. Je veux dire que une des caractéristiques du métier d'archéologue hors métropole, c'est justement le fait d'acquérir des connaissances qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour l'archéologie métropolitaine. Donc, que ce soit les langues anciennes ou peu importe. Puis, il y a aussi le fait que lorsque l'on travaille sur le patrimoine historique d'un pays, on ne peut pas être indifférent à ce pays. Et le premier signe de cette attention, c'est le regard bienveillant que l'on porte sur ce pays. Et ça passe par la langue. Si vous êtes dans un pays sans en parler la langue, vous vous coupez d'énormément de choses et vous ne comprendrez pas en profondeur le pays. Alors évidemment, c'est difficile aujourd'hui de trouver des gens qui parlent hiéroglyphes. Je suis d'accord. Mais il y a quand même l'arabe. C'est pas mal non plus. Hein. Et bien souvent, quand moi j'ai commencé à travailler, on avait l'impression que les archéologues étaient un peu des pièces rapportées sur le pays. Aujourd'hui, par exemple, les grandes écoles françaises demandent à leurs membres scientifiques d'apprendre la langue du pays. Je sais qu'à Athènes, on apprend le grec moderne, mais au Caire, maintenant, on apprend l'arabe dialectal égyptien. Et là, à ce moment-là, il se crée un vrai contact, une vraie synergie avec le pays. Et on se comprend mieux si on se comprend profondément. Et à ce moment-là, on peut avoir un regard de partage, car ça a été souligné à plusieurs reprises, c'est très important. Il faut aider les partenaires que nous avons à assumer leur propre patrimoine, à se l'assimiler et à le respecter. Un pays qui n'a pas de patrimoine historique, culturel, est un pays qui a du mal à survivre, qui est comme un poisson hors de l'eau, il n'a pas d'air pour respirer. Et ça, on n'en a pas conscience, parce que nous venons avec nos problématiques scientifiques, nous venons faire de la recherche, mais ça débouche aussi là-dessus. Et il n'est pas de plus grand bonheur, c'est pour ça que j'ai salué nos amis qui sont là, il n'est pas de plus grand bonheur de voir les gens du pays avec lesquels on travaille, qui à leur tour nous apprennent des choses. Variété des langues, variété des pays traversés par les archéologues français quand ils passent d'un chantier à un autre.
variété des équipes aussi, disait Alexandre Farnoux, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à une équipe d'archéologie, mettons des années 50 ou des années 60, les équipes sont beaucoup plus variées, beaucoup plus riches d'une certaine manière, parce que les disciplines qui concourent à la réussite d'une fouille archéologique, que ce soit en France ou à l'étranger, sont beaucoup plus nombreuses. Oui, je dirais que le plus grand progrès qu'ait fait l'archéologie, comme d'ailleurs toutes les disciplines scientifiques, c'est de comprendre qu'on ne peut pas s'enfermer dans une spécialité. On peut être un excellent épigraphiste et déchiffrer une inscription grecque, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir une vision beaucoup plus globale, il faut contextualiser de façon beaucoup plus directe et beaucoup plus rapide. Et puis, il y a la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que l'archéologie s'est associée à de très nombreuses autres sciences et techniques qui lui apportent. On a vu dans ce film que l'on travaille aussi bien la botanique que la géologie, que la paléoanthropologie. Donc l'archéologue n'est pas un spécialiste étroit. S'il veut se dire archéologue, il faut qu'il soit capable d'être un peu rhapsode de cet ensemble, savoir reconstruire un passé. Notre passé ne se résume pas à une ou deux choses. Il est beaucoup, beaucoup plus vaste. Et le concert des sciences qui se fait aujourd'hui, la complémentarité des sciences a aussi un effet particulièrement positif, c'est qu'elles s'entraînent les unes les autres. Les progrès que l'on a fait, on parle beaucoup de l'ADN, etc. Eh bien, l'archéologie, on l'évoquait tout à l'heure, dans le début des années 90, nous travaillions avec le laboratoire de la police scientifique de Strasbourg sur l'ADN. Parce que nous, ça nous permettait de reconstituer des groupes familiaux, sociaux, etc. Et de l'autre côté, cela avait une valeur d'expérience qui a permis de développer d'autres fichiers. Et quand on voit aujourd'hui les progrès qui ont été faits dans ces diverses disciplines, on se rend compte que ça a été bénéfice pour tout le monde. Alors, il y a quelque chose sur lequel Alexandre Farnoux insistait, c'est le caractère, effectivement, vous avez insisté aussi, Nicolas Grimal, de co-formation, pourrait-on dire, sur le terrain des équipes françaises, mais aussi des équipes internationales, puisque dans les équipes françaises, il y a des gens qui viennent d'un peu partout aussi, mais aussi des équipes qui sont nationales sur le terrain. Ces missions de formation sont quelque chose de très important parce que ça permet à la fois de transmettre et aussi d'assurer la continuité des fouilles sur le terrain. Oui, je crois qu'il y a d'abord le fait, pardonnez-moi, j'ai été prof toute ma vie, il y a le plaisir et la joie que l'on a de former quelqu'un qui devient meilleur que vous. Ça, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Et là, on est dans sa vocation. Eh bien, on a la même chose. Les pays dans lesquels nous travaillons sont à des degrés divers d'appréhension et de compréhension de leur propre passé. Les aider à au moins arriver là où nous sommes, nous permet ensuite d'apprendre d'eux. Et ça, c'est très important. L'échange doit se faire dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement une forme néocolonialiste quelconque, c'est réellement un échange. C'est le risque, c'était le risque. C'est le risque, bien sûr, mais il faut le surmonter, ce risque. Il faut, je crois, la clé de l'affaire, c'est d'avoir toujours un regard bienveillant sur l'autre. Alors, il y a, et c'était très important ce que disait Alexandre Farnoux aussi sur cette question de la recherche à distance. Oui. On sait que pour les sciences humaines, on a été confronté, toutes les sciences humaines, on a été confronté dans des terrains récents, que ce soit la Syrie ou dans d'autres endroits, et évidemment à Gaza ces temps-ci, on a été confronté à la coupure du terrain, oui, d'une certaine manière. Les gens ne pouvaient plus joindre le terrain, soit parce qu'il y avait des risques à s'y rendre, soit parce que effectivement les autorités locales ne permettaient plus de s'y rendre non plus. Et là, on peut dire que d'une certaine manière, c'est un nouveau type de recherche qui naît, c'est-à-dire comment peut-on chercher sur un terrain qui est le sien, sur une archéologie qui est la sienne depuis maintenant 5, 10 ans ou 15 ans, quand ce terrain vous est interdit. Et ça, c'est une nouvelle façon de concevoir l'archéologie dans le rapport justement à ceux qui ont travaillé avec vous, à vos co-directeurs de fouilles qui sont restés sur place, par exemple. Oui, alors c'est là peut-être où l'archéologue a par nature une capacité d'adaptation très grande. Je vais prendre un seul exemple dont nous parlions tout à l'heure avec un collègue, c'est l'Iran. En Iran, nous avons des missions qui actuellement, qui sont des missions conjointes, franco-iraniennes, qui ne peuvent travailler que dans leur aspect iranien. Donc, les collègues iraniens fouillent et les collègues français
eh bien, derrière leur ordinateur, à distance, discutent, commentent, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte, je ne dirais pas de télé-archéologie, il ne faut quand même pas exagérer, mais on ne rompt pas le contact. Et les moyens de communication modernes permettent de ne pas rompre le contact. Nous l'avons tous vécu de façon douloureuse pendant les quasiment 13 ans de la chape de plomb qui est tombée sur la Syrie, où nos amis, j'allais dire nos frères, nos amis étaient privés de la possibilité même de nous voir. Eh bien, le contact s'est maintenu de toute façon. Il y a cette espèce d'international du savoir qui fait qu'on arrive. Alors évidemment, ce n'est pas facile parce qu'il faut lutter contre énormément de choses, mais on ne rompt pas le lien. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Nous sommes solidaires dans notre recherche de la connaissance. Alors, il y a un risque, évidemment, et on vit ces temps-ci en France une crise budgétaire, par exemple, c'est effectivement la coupure des budgets, qu'elles viennent d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, et évidemment l'interruption possible des contrats des jeunes chercheurs qui sont sur le terrain, etc. Et tout cela, c'est extrêmement handicapant, pourrait-on dire, pour la recherche archéologique française à l'étranger. Il y a d'une certaine manière une façon de justifier aussi par rapport à un public qui se demanderait pourquoi tant d'argent pour aller fouiller à l'étranger, qui vient à quoi sert l'archéologie aujourd'hui. Nous avions composé un livre il y a quelques années qui s'appelait « À quoi sert l'histoire aujourd'hui ?» À quoi sert l'archéologie aujourd'hui, tel que pourrait peut-être le dire Marc Bloch, eh bien, c'est aussi trouver des arguments auprès de ceux qui fournissent de l'argent pour faire des fouilles. Par exemple, celui du changement climatique, de la capacité d'adaptation des populations anciennes à des changements qui ont pu être aussi, voire plus brutaux que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Oui, ça, vous avez tout à fait raison. Il y a la capacité à modéliser sur le passé des comportements qui vont nous aider à affronter les périls actuels, bien sûr. Mais je crois que très profondément, nous sommes confrontés à un choix de civilisation. Il faut savoir ce qu'on veut. Si l'on veut que la culture devienne un outil important, et on sait que c'est nécessaire, c'est indispensable, il faut s'en donner les moyens. Or, très peu de pays se donnent les moyens de le faire. Nous passons beaucoup de temps, les uns les autres, à chercher des financements à droite, à gauche. Non pas que nous n'en ayons pas, mais ils ne sont pas suffisants. Et donc là, on a tous essayé de valoriser en disant, voilà, les études que nous faisons sur le climat vont vous être utiles à vous qui vendez des pompes, qui vendez, etc. Oui, bien sûr. Mais ça n'est pas simplement utilitariste. Non, le fond du problème n'est pas là, je crois. Il faut que la société fasse des choix. Alors à nous de convaincre les décideurs de faire ces choix, à nous de convaincre les citoyens aussi de l'importance qu'il y a à faire ces choix. Pas facile. Une journée comme celle-ci peut peut-être y participer, en l'occurrence, Nicolas Grémal. Oui, tout à fait. Merci de nous avoir accompagnés pour cette première partie de cette séquence grand public. Je vais maintenant appeler 4 intervenants et intervenantes, Aurore Didier, Asma Ibrahim, et également 2 autres intervenants et intervenantes qui vont pouvoir nous parler de ce qui se passe sur leur chantier du côté de Madagascar. Je vais reprendre leur nom. Arland Razafrazak et Tanamb Razul Jain, que nous allons accueillir maintenant sur cette scène. Merci Nicolas Grémal. Alors, pour cette séquence intitulée « L'archéologie, un savoir pour le futur », c'est une séquence qui nous permet justement d'observer, de dire combien on observe en faisant de l'archéologie des phénomènes humains sur le temps long et de voir comment, effectivement, ces missions, qu'elles soient d'ailleurs du côté du bassin de l'Indus au Pakistan ou du côté de Madagascar, permettent de travailler sur développement durable, anthropisation, question du changement climatique évidemment, mais aussi
la question des migrations à l'intérieur d'un territoire. Alors, nous allons commencer cette séquence avec vous, Aurore Didier. Vous êtes co-directrice de la mission archéologique française du bassin de l'Indus au Pakistan, et avec votre collègue Asma Ibrahim de la chaire ICOMON-ICOM, et qui est secrétaire générale de la Sindh Exploration and Adventure Society au gouvernement du Sindh au Pakistan, sur ce même terrain, justement. Asma Ibrahim sera traduite avec nous par le traducteur qui nous accompagne, à savoir Robert Wolgenstein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Aurore Didier, l'importance des chantiers que vous menez du côté de ce bassin de l'Indus et dans le rapport, justement, on vient de le dire, à cette question du réchauffement climatique, de la capacité de résilience, comme on dit aujourd'hui, des populations devant des brusques changements qui tiennent effectivement à l'emplacement même de ce terrain? Donc, bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je me représente Aurore Didier, directrice de la mission archéologique française du bassin de l'Indus. Donc, c'est une mission qui a été créée en 1947 et qui est l'une des plus anciennes missions soutenues par la Commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger et qui travaille de manière continue au Pakistan depuis 1958, donc depuis près de 70 ans, en collaboration avec le département fédéral d'archéologie du Pakistan et avec les départements provinciaux du Sindh. Nous menons des fouilles, je dirais, d'une très grande ampleur, ainsi que des prospections archéologiques pour documenter les origines, le développement et les interactions régionales de la civilisation de l'Indus, qui, comme certains d'entre vous le savent, est l'une des grandes civilisations de l'âge du bronze en Asie du Sud. Et après plus de 45 années de travaux continus dans la province du Baloutchistan, notamment qui ont été conduits sous la direction de Jean-François Jarige, notre mission actuellement développe un programme de recherche au sud-est du Pakistan, dans ce que l'on appelle la basse vallée de l'Indus, dans la province du Sindh, où nous travaillons en collaboration avec le département d'archéologie locale, mais également avec d'autres partenaires sur place. Donc, nous menons des fouilles d'une grande ampleur sur le site de Chanudaro, qui est un site spécialisé dans la production de parures pour la civilisation de l'Indus, mais nous menons aussi des opérations de fouilles plus ciblées sur d'autres sites, sur d'autres périodes allant du néolithique à l'âge du fer. Pour les spectateurs, puisque c'est une séquence en public ici dans l'auditorium du musée Guimet, vous pouvez nous citer chronologiquement les dates, les termes de... Donc, la civilisation de l'Indus est datée entre 2600 et 1900 avant notre ère, et nous travaillons sur des périodes qui vont donc du néolithique, du 6e millénaire, à l'âge du fer, au 1er millénaire avant notre ère. Voilà. Et nous intervenons également, pas seulement dans la province du Sindh, mais dans d'autres provinces du Pakistan, où nous sommes associés et soutenons des projets de recherche menés par des jeunes chercheurs locaux qui ont été formés dans le cadre de notre mission. Voilà. Donc, cette continuité de plus de 65 ans, c'est aussi un atout incomparable pour nous, puisqu'elle a permis de tisser, vous en parliez Nicolas, des relations de confiance, de collaboration, d'amitié avec les équipes locales. Et surtout, cela nous a apporté je dirais, une mémoire profonde du terrain, une connaissance fine des réalités et un réseau de collaboration qui s'est consolidé sur plusieurs générations d'archéologues français et pakistanais. Je m'arrête un peu là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant. On peut imaginer que, comme tout pays, d'ailleurs, le Pakistan a eu des changements politiques, des changements tout au long de ces 65 ans que vous décrivez, Aurore Didier. Mais néanmoins, au bout du compte, la structure créée sur place, la collaboration avec les chercheurs pakistanais a permis justement le maintien de tous ces travaux de recherche sur une longue durée, et donc une sorte d'acquisition de savoir qui s'enrichissent génération après génération. Tout à fait, et je dirais que cette présence, elle est d'autant plus cruciale et elle s'est consolidée donc sans suspension de terrain. Elle est d'autant plus importante qu'il n'y a pas d'institut ou d'école représentée sur notre zone à l'heure actuelle, et que la mission occupe en ce sens un rôle unique, puisque nous ne sommes pas seulement venus, une équipe venue pour fouiller des sites, mais nous fonctionnons vraiment, et avec le soutien de notre ambassade, comme un véritable opérateur français
en archéologie et patrimoine sur ce terrain depuis maintenant plus de 65 ans. Comment se passent les échanges justement de savoir et de connaissances entre vos collègues pakistanais et les collègues français? C'est-à-dire, est-ce que justement vous apprenez les uns des autres, et de quelle manière peut-on dire qu'on apprend les uns des autres sur un terrain comme le terrain pakistanais du bassin de l'Indus? Donc en effet, on apprend beaucoup les uns des autres. Donc au-delà des simples projets scientifiques, il y a un véritable dialogue. Je dirais à la fois un dialogue évidemment interdisciplinaire, mais aussi un dialogue interinstitutionnel qui s'est mis en place. Nos missions n'ont évidemment ni vocation et n'ont pas de rôle à imposer quelconque vision ou des décisions auprès de nos partenaires locaux, mais nous pouvons tout à fait agir comme, je dirais, une interface, une médiation permettant de faire interagir donc différents acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, les spécialistes sur place, mais surtout et avant toute chose, les communautés locales. Et ça passe aussi par un énorme travail de formation qui est réalisé sur place, puisque, par exemple, nos missions... Là, sur ces 10 dernières années, nous avons accueilli plus de 75 étudiants pakistanais et jeunes professionnels locaux du patrimoine, et que nous tenons aussi, avant toute chose, à ne pas travailler qu'avec, je dirais, des chercheurs originaires de la province où nous travaillons actuellement, mais nous avons créé tout un réseau de jeunes chercheurs qui vient de toutes les provinces du Pakistan et qui viennent de toutes les institutions universitaires, donc un réseau de plus de 15 universités, 5 départements locaux, pour justement créer cette archéologie intégrée en réseau entre nous et nos partenaires locaux. Comment peut-on, comme on le disait tout à l'heure avec Nicolas Grimal et comme l'avait dit Alexandre Farnoux dans le petit film de Gédéon, comment peut-on se dire qu'on va apprendre de la manière dont les civilisations de l'Indus, à l'époque dont vous parlez, c'est-à-dire entre 2600 et 1900 avant notre ère, ont pu trouver des solutions pour comprendre le rythme du fleuve, comprendre aussi les qualités qui étaient nécessaires pour éviter la destruction de leur habitat, par exemple, ou au contraire la nécessité de quitter cet habitat pour pouvoir s'installer ailleurs? Alors justement, donc, nos missions, bien entendu, produisent des données et de la connaissance essentielle pour comprendre les dynamiques d'adaptation, de résilience, dynamiques d'occupation de la civilisation de l'Indus. Mais ce qui nous intéresse aussi particulièrement aujourd'hui, et je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet avec ma collègue Asma Ibrahim, c'est surtout d'expliquer comment notre travail et celui des institutions partenaires trouvent un écho très direct dans les enjeux contemporains, environnementaux, patrimoniaux et sociaux auxquels les populations locales avec lesquelles nous travaillons sont confrontées. La civilisation de l'Indus, en particulier, est caractérisée par des formes d'habitat, d'agriculture, d'exploitation de l'eau et de gestion du territoire qui témoignent toutes d'une connaissance très fine des rythmes fluviaux et climatiques. Et ce qui nous intéresse et ce qui est au cœur de nos projets aujourd'hui, c'est de comprendre comment ces communautés ont réagi aux fluctuations environnementales, comment elles ont fait face notamment à cette grande phase d'aridification globale qui est donc enregistrée pour la fin du 3e millénaire et qui apparaît comme l'un des facteurs ayant pu conduire au déclin, parmi d'autres, au déclin de cette société. Et justement, contrairement à cette vision de collapse, les données actuelles montrent une transition progressive, je dirais une réorganisation des sociétés, une adaptation. Ces sociétés n'ont absolument pas disparu brutalement, mais elles ont modifié leurs pratiques. Autrement dit, elles ont, je dirais, résisté, absorbé et transformé. Et cette nuance, elle est essentielle aujourd'hui, à l'heure où nous cherchons, je dirais, collectivement, des modèles de résilience, en particulier face au changement climatique. Madame Asma Ibrahim, comment justement, au poste qui est le vôtre, je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Sing Exploration and Adventure Society, comment envisagez-vous justement ce travail en commun avec les chercheurs français qui sont sur le terrain, et comment ces savoir-faire qui se transmettent des uns aux autres, vous les vivez traditionnellement et même aujourd'hui quotidiennement, pourrait-on dire, lorsque vous travaillez avec les chercheurs et les chercheuses français et françaises? Well, first of all, thanks a lot to the Ministry of Foreign Affairs to invite me being here and talk about archaeology work.
So I would like to say a few words about the role of archaeology and the French mission in my life. I started my career with the French mission, and ladies were not allowed in the Department of Archaeology, so it was the lady archaeologist who came to Pakistan, and I could go to the field for excavations. So this is my start of the career, and I'm thankful to the French mission for this. And this in Exploration and Adventure Society is an NGO. I was working for the Federal Department of Archaeology and Museums, and feeling that the things which I wanted to do and which should be done in Pakistan are not properly done in the government. They have certain restrictions and they can't go out of their rules and regulations. So here comes the role of an NGO, which is a non-governmental association. Je vais laisser Monsieur Robert Wolfenstein traduire pour le public. The translation, please. Oh, okay. Two minutes. Okay. Très bien. Tout d'abord, je tiens à remercier le ministère des Affaires étrangères qui m'a invité à m'exprimer ici pour parler d'archéologie et de questions connexes. Quelques mots sur ma propre expérience en archéologie. J'ai commencé ma carrière grâce à la mission française au Pakistan. C'est à elle que je dois toute ma carrière parce que les femmes ne pouvaient pas avoir accès au site d'archéologie, ne pouvaient pas se rendre sur le terrain. Et c'est grâce à la mission française que j'ai pu y aller et commencer toute ma carrière, donc toute ma reconnaissance à la mission française au Pakistan. Le nom de l'association que vous évoquez, l'ONG, qui est de la Société d'exploration, est associée, est liée au département des musées d'archéologie de mon pays. Et nous sommes en mesure de faire des choses que la réglementation au Pakistan rend difficile ou voire impossible. Justement, la présence de femmes et d'autres règles contraignent les fouilles et explorations. C'est ici qu'intervienne l'ONG, qui est donc une organisation non gouvernementale et qui permet de contourner certaines difficultés. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous dire comment ce travail en commun se construit au fur et à mesure des années, Madame Asma Ibrahim? C'est-à-dire, vous dites, moi j'ai beaucoup appris en travaillant aux côtés des chercheuses et des chercheurs français, mais aussi j'imagine que les chercheurs et les chercheuses françaises ont appris beaucoup de votre savoir-faire, de votre connaissance du terrain, parce que vous étiez là aussi pour les éclairer sur à la fois la manière dont on percevait justement le rôle de ce fleuve et la capacité justement des individus à avoir contourné les règles que lui imposait ce fleuve justement en inventant des solutions pour vivre avec. Yes, so talking about the river, so my first work was at the river Indus Delta, which was, I told you, with the French lady, Monique Cavron. So I worked for about 15 years there, and we studied how the river is changing, how the most important archaeological sites are disappearing under the water. It was a very, very tough mission. And she said that if you survive this, then you will be an archaeologist. And that was my, of course, first time in the field in 1990. And then we worked for 15 years. So what we could tell her and what we could teach her was that the local people who were living there, and with the help of the local people, we were able to discover one underwater site which was never mentioned in the history of subcontinent, and we made some very interesting discoveries. Plus the techniques of going through the delta was very typical, which only the local people knew how to go about it, and we teach each other how to work in the deltaic region with so much mud up to here. Should I stop here? Okay, sorry. Robert Wolfenstein.
Oui, ma toute première mission, c'était précisément dans le bassin de l'Indus que vous avez évoqué. C'était grâce à cette chef de mission française, de la mission française, donc, qui était présente et qui m'a pris sous son aile, pour ainsi dire, et m'a permis de découvrir toute cette région. Nous avons travaillé autour du bassin de l'Indus pendant une bonne quinzaine d'années et nous avons pu étudier donc les évolutions de ce fleuve. Il faut bien savoir qu'il y a un certain nombre de sites archéologiques qui ont complètement été engloutis et qui sont évidemment très, très difficiles d'accès. Alors, entre parenthèses, c'était une mission extrêmement ardue. Ma patronne m'avait dit que si j'arrivais à survivre à cette mission, alors là, je serais une archéologue chevronnée. Et c'est effectivement, ce fut le cas. Nous avons dû travailler très dur. Ça a commencé à peu près en 1990 et nous avons travaillé là-dessus une quinzaine d'années. Donc, vous me demandez ce que nous avons pu nous apprendre les uns aux autres et ce que nous avons appris des populations locales, parce que c'est surtout ça qu'il faut souligner. Comme je vous l'ai dit, il y avait des sites qui avaient été engloutis, qui se trouvaient sous en fait les eaux du fleuve Indus, et donc leur accès a été particulièrement difficile et c'était un véritable challenge de technique. On ne savait pas comment y accéder. Et nous avons pu d'ailleurs repérer des sites qui n'avaient jamais été cités où que ce soit. Nous avons pu les découvrir entièrement, donc de véritables découvertes. Et cela, c'était grâce à ces techniques qui nous ont été enseignées et montrées par les locaux, hein, ceux qui habitaient encore ou ceux qui aux alentours de la région du bassin de l'Indus. Et seules les populations locales connaissaient ces secrets ancestraux qui permettaient d'accéder à ces lieux enfouis. Donc, ils nous ont appris comment travailler, comment avancer là-dedans. La plupart du temps, nous pataugions dans la boue jusqu'aux genoux. Enfin, c'était vraiment quelque chose assez compliqué, mais c'était grâce à cet apprentissage du savoir-faire local que nous avons pu accéder à ces sites archéologiques. Aurore Didier, sur ce point, et je redonnerai ensuite la parole à Asma Ibrahim, mais Aurore Didier, sur cette question de l'apprentissage les uns des autres, les uns aux autres, pourrait-on dire, de ces savoir-faire, et aussi peut-être de compréhension qui sont utiles à la fois aux pays, aux Pakistanais eux-mêmes aujourd'hui et peut-être au gouvernement pakistanais, et qui sont utiles à l'ensemble de ceux qui s'intéressent à cette question du réchauffement climatique, de l'invasion par les eaux et de l'incapacité justement de continuer à survivre avec des eaux qui continuent de monter. Oui, alors justement à ce sujet, donc face, je dirais, aux transformations environnementales que l'on peut constater aussi de plein fouet sur notre terrain, nos thématiques de recherche à nous, la mission de l'Indus, évoluent. Et, je suis sûr, néanmoins je vous interromps, mais je suis sûr que quand elle a commencé cette mission, il y a 65 ans, elle n'avait pas pour but de travailler sur la question du réchauffement climatique et de la montée des eaux, mais c'est devenu une sorte d'imposition depuis, parce que effectivement, on a d'autres questions qui se posent à nous, contemporains de 2025, qui ne se posaient pas à ceux qui étaient il y a 65 ans sur les premiers chantiers de fouilles. Oui, alors l'intérêt pour le fleuve était là, mais ce qui différencie aujourd'hui, c'est que le fleuve Indus, dans notre cas, n'est plus considéré aujourd'hui comme une toile de fond, je dirais, mais comme vraiment l'acteur central de nos travaux, dont la mobilité et la variabilité hydrologique ont façonné l'un des paysages donc, les plus dynamiques d'Asie du Sud. Et ce qui enrichit aussi beaucoup nos thématiques aujourd'hui, avant de revenir sur votre question des savoir-faire, c'est qu'aussi, je crois qu'à travers les partenariats, les collaborations que nous pouvons nouer avec certains de nos collègues, et je parle aussi en particulier, et je voudrais saluer ici mes collègues de l'IRD qui apportent beaucoup à nos thématiques de recherche. Institut de recherche pour le développement. Voilà, pour le recherche de développement, l'IRD, et qui enrichissent donc nos réflexions sur la manière dont ces interactions passées enrichissent les débats actuels sur l'eau, la résilience, le patrimoine, etc., etc. Mais aussi, je dirais, c'est parce que nous vivons aujourd'hui sur un terrain marqué par des aléas très importants comme les méga-inondations, les sécheresses locales, etc., que ces recherches résonnent fortement avec l'actualité sur place et que nous nous intéressons de ce fait à toutes ces questions donc, de savoir-faire ancestraux et de transmission du savoir-faire à travers les générations. Puisque, donc, comme vous le savez peut-être, nos missions sont
fréquemment interrompue et très durement touchée ces dernières années par des problèmes d'inondation majeure. Hein. Ces problèmes d'inondation ne sont pas nouveaux dans la zone, mais comment dirais-je, leur fréquence et leur intensité sont tout à fait exceptionnelles. Nous-mêmes, nous avons traversé en 2022 et cette année encore en 2025 des épisodes d'inondation extrêmement compliqués qui affectent bien entendu hein, l'intégrité des sites archéologiques, mais qui surtout affectent directement notre accès au terrain, la logistique de nos équipes. Il nous faut adapter nos calendriers avec une planification saisonnière qui, je dirais, devient de plus en plus flexible, même si elle est extrêmement limitée voilà, dans le temps, puisque nous ne pouvons fouiller qu'entre le mois de novembre et le mois de février. Nous sommes obligés de suivre, je dirais, l'évolution hydrologique de la zone en temps réel, et puis aussi d'adapter nos manières donc, de fouiller, de préserver, de documenter les sites en fonction, et nous passons énormément de temps, et c'est aussi un coût très important financier que de devoir chaque année voilà, remblayer les zones, construire des digues, des montées pour éviter la submersion, et que nous devons adapter nos protocoles, je dirais, pour faire des actions de préservation et d'urgence. Et l'un des points les plus aussi importants, je parlais tout à l'heure du rôle de médiation entre la mission, les communautés, les universités, et donc les villageois, c'est que finalement nos missions servent beaucoup à favoriser la mise en place de ce fameux dialogue interinstitutionnel sur certaines questions, comme par exemple la nécessité hein, d'inscrire les politiques par exemple dans une perspective de durabilité et de gestion et d'aménagement des territoires qui tient compte des expériences et logiques d'implantation humaine passées. Et ce point, il est extrêmement important puisque nous passons beaucoup de temps parmi les communautés locales à essayer comment dirais-je, d'étudier les savoir-faire locaux en matière notamment d'hydraulique qui peuvent servir d'assise à la mise en place de solutions durables. Madame Asma Ibrahim, justement, est-ce que c'est un argument supplémentaire qui peut convaincre à la fois, comme le disait Aurore Didier à l'instant, les plus proches, c'est-à-dire les gens des villages aux alentours, mais aussi peut-être les gouvernements régionaux, voire le gouvernement national pakistanais, que de se dire que ces fouilles, qui pourtant se plongent dans un passé très lointain, ont une utilité, pourrait-on dire, pour le présent. C'est-à-dire, est-ce que c'est un argument que vous pouvez utiliser pour pouvoir dire, voilà, ces fouilles sont utiles, d'aller voir ce qui se passait 3 millénaires avant notre ère ou 2 millénaires avant notre ère pour comprendre comment on pourrait aujourd'hui trouver des solutions pour justement contourner ces impératifs qui sont ces impératifs climatiques et hydrologiques. Yes, there was a time period when there was a gap, when there was a devolution in 2011, when it was a tough time for Pakistan. We devolved the departments of archaeology to the provinces. You might know that we have 4 provinces in Pakistan. So it was done in a very hasty way, and the provinces were not prepared for it. So there was a time period of few years when the government was not into this archaeological excavations. But otherwise, they are very much convinced that we should go for the excavations. We should have foreign missions because we don't have scientific analysis labs in Pakistan. We don't have modern methodology because, as you might know, archaeology comes in the last of the list of our projects because we have poverty, we have financial security issues, so the government is not very much into archaeology and archaeological things. So foreign missions are very much encouraged in Pakistan, and we do learn from them, and they are helping us a lot in, like, they're training the students, they're doing work for sustainability of archaeological sites. So there is no, as such, no hindrance for the work, but in fact, we encourage them to come and work in collaboration with us.
And this NGO of ours is doing public-private partnership, which is a new thing. And we were able to convince the government after so many years that it is important to have public-private partnership. So we work closely with the missions, whoever is coming to Pakistan. Oui, Robert Wolfenstein, s'il vous plaît. Mais oui, il faut bien voir que nous avons traversé des périodes un petit peu difficiles au Pakistan. Vous avez parlé de la nécessité de convaincre les collectivités locales ou l'administration centrale. En 2001, nous avons traversé une très grosse crise qui a bouleversé l'administration pakistanaise. Il y a 4 provinces qui sont concernées par notre département qui n'avaient simplement plus de ressources du jour au lendemain. Et avec ces difficultés économiques, vous pensez bien qu'il n'y avait pas le budget, disons, pour penser aux questions archéologiques et c'était nécessaire de trouver, effectivement, de convaincre les autorités de poursuivre ce travail, malgré la circonstance. Alors, ce que vous évoquez, oui, le gouvernement est bien convaincu du bien fondé, de la nécessité, néanmoins, de travailler là-dessus. Il y a beaucoup de choses à apprendre grâce aux fouilles et à tout le travail des archéologues, mais, alors là, c'est précisément cela. On a besoin de l'assistance et de la collaboration des missions étrangères qui sont précieuses pour notre travail. Nous ne disposons pas de laboratoires d'analyse suffisants, de méthodologie, de technologie qui nous permettent de faire ce travail. Nous nous en mettons dans une large mesure à cette collaboration internationale. Et encore une fois, l'archéologie, malheureusement, en raison des circonstances, se trouve un petit peu en bas de la liste des priorités budgétaires. Il y a des problèmes financiers, des problèmes de sécurité, qui fait que malheureusement l'archéologie n'est pas prioritaire, bien qu'on sache évidemment son importance. Donc encore une fois, nous encourageons vivement les missions étrangères à venir participer à ces travaux. Les missions étrangères nous apprennent beaucoup. Alors il y a effectivement l'apprentissage mutuel grâce au concours des populations locales, mais ils forment nos étudiants, ils nous font découvrir des techniques de préservation des sites, etc. Donc nous ne pouvons que nous féliciter de ces collaborations internationales. Mon ONG, celle à laquelle je participe, favorise également les partenariats publics-privés. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui est une source d'espoir. Nous avons réussi à convaincre les autorités, le gouvernement, de l'importance de ces partenariats pour justement avoir d'autres sources et ressources pour ce travail d'archéologie. Un petit mot avant que je donne la parole à nos invités pour parler du cas malgache et de Madagascar. Est-ce que, Aurore Didier, vous avez une équipe de 40 chercheurs français, pakistanais et internationaux sur le terrain, je crois. Vous avez 35 à 60 ouvriers locaux et vous êtes en passe d'imaginer peut-être une amplification de votre travail par un de ces grands programmes de recherche qu'on peut imaginer pour l'avenir, pour pouvoir peut-être encore amplifier ce travail que vous menez sur le terrain? Oui, alors comme je disais tout à l'heure, on fonctionne vraiment à l'heure actuelle, et puisqu'il y a très peu d'équipes étrangères, et nous sommes la seule équipe française travaillant pour le moment au Pakistan, donc il y a ce rôle un peu d'opérateur en archéologie et patrimoine sur lequel nous nous engageons pleinement, mais finalement avec assez peu de moyens. Donc c'est toujours la même question, c'est d'assurer à la fois, je dirais, ce rôle de production de connaissances, mais c'est aussi ce rôle de passeur de savoir extrêmement important, mais aussi ce rôle de sensibilisation, de valorisation, ce travail qui est fait auprès de la communauté locale. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais nous sommes également très engagés dans le développement communautaire autour des sites sur lesquels nous travaillons. Notre mission contribue, indépendamment de ces financements institutionnels, je le précise, mais à soutenir aussi les populations locales lors de collectes d'urgence, justement lors de ces catastrophes naturelles. Et donc avec beaucoup de moyens, mais je dirais avec beaucoup de constance, notre mission a cette capacité d'intervention élargie qui est assez unique en son genre et qui illustre finalement une diplomatie culturelle discrète mais constante, où l'archéologie est encore à la fois un lieu, comme le disait Nicolas Grimal tout à l'heure, de rencontre, de partage, mais surtout de coopération durable. Donc bien entendu,
le renforcement de cette coopération, il est acquis, il est de fait. Après, il nous faut évidemment une relève, des recrutements, des financements. C'est pas toujours évident pour nous, mais comme pour tous les autres programmes aujourd'hui. Et puis aussi, voilà, des enjeux. Et c'est aussi le rôle de la Commission, je crois, et nous en avons bénéficié par le passé, et je voudrais la remercier ici, de pouvoir aussi soutenir certains comme ça programmes quand on est face à des situations d'urgence comme les inondations. Le ministère a toujours été aussi à nos côtés pour nous donner un petit coup de pouce pour faire face à cette situation. Et donc je voudrais conclure en disant que bien sûr que l'archéologie est un outil de circulation du savoir, mais surtout un outil d'action collective pour le futur, et que nos projets sont devenus de véritables espaces de réflexion où le passé éclaire le présent. C'est la conversation que j'avais eue au préalable avec Alexandre Farnoux, mais le passé éclaire le présent et la recherche contribue à anticiper l'avenir. Voilà. Et sur notre terrain, peut-être, non pas plus qu'ailleurs, mais les temporalités se superposent vraiment. Les paysages anciens dialoguent avec les paysages modernes. L'étude du passé devient un outil indispensable pour penser ce futur. Et c'est ce qui donne aussi toute notre présence, son sens à notre présence au Pakistan aujourd'hui. Et je tiens à remercier les collègues locaux qui sont extrêmement investis sur ces projets. Merci à toutes les deux, Aurore Didier et Asma Ibrahim, d'avoir évoqué justement ces fouilles du côté du bassin de l'Indus. Et nous allons passer avec Arlante Razafrazak, qui est à côté de moi, et avec Tanamb Razul Jain, pardon, excusez-moi de mal prononcer votre nom. Ces fouilles qui sont menées par les missions françaises à Madagascar. Vous êtes la directrice de cette mission et vous nous avez préparé avec votre collègue, donc justement, de quoi nous rassasier au point de vue géographique et topographique à propos de votre recherche à Madagascar. Allez-y. Merci à vous. Oui, on nous a demandé en effet de réfléchir sur cette question, en quoi l'archéologie apporte des connaissances sur le futur. Bien sûr, l'archéologie ne parle pas que du passé, nous apprend beaucoup sur le présent et donne des connaissances très utiles pour le futur. Justement, dans cette démarche de réflexion, on a constaté que l'archéologie révèle, dans le cas de Madagascar, une dynamique. Avec deux aspects importants. La première est que les problèmes structurels actuels ont commencé il y a environ 2 siècles, je vais le développer, et que d'autre part, préserver le patrimoine d'aujourd'hui, c'est conditionner le tourisme de demain, un tourisme, dans le cas de Madagascar, qui serait vraiment très important, que ça se tourne beaucoup sur le patrimoine, pas que uniquement les réserves naturelles, voire les plages par exemple. Alors le contexte dans lequel on travaille, en fait on essaie de comprendre les processus qui ont façonné les différentes sociétés malgaches pour amener aux différents groupes tels que nous les observons aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, il y a des connaissances en fait qui sont bien acquises maintenant concernant le peuplement humain de Madagascar, qui est le fait que cette population est issue de métissage avec des composants majeurs de l'Asie du Sud-Est et du continent africain, particulièrement l'Afrique orientale, constitue entre moins 2000 et moins 1500 ans environ, et avec des vagues migratoires qu'on peut situer autour de 700 ans, issues de la péninsule arabique, de l'Inde également, et même européenne tardivement, via les contacts avec les promo-européens, la colonisation. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce métissage a donné un contraste assez important en fait, à l'intérieur de Madagascar. Donc les cartes que vous voyez là, c'est des cartes de gradient génomique qui montrent des contrastes assez importants sur, on va dire, le profil génétique des populations sur les hautes terres. Donc c'est la tache bleue que vous voyez au centre là, sur la carte à gauche. Et puis que les profils génétiques, on va dire, africains se retrouvent partout dans Madagascar. Donc ça, c'est une particularité à noter. Et que ce métissage a entraîné des différenciations culturelles de subsistance et d'adaptation à l'environnement.
Ce qui veut dire que chaque système culturel est une adaptation à un environnement spécifique et un fonctionnement spécifique pour la gestion des ressources. Donc, ça, c'est utile pour nous pour le savoir. Je vais donner un exemple. Par exemple, un système de descendance matrilinéaire qui serait d'héritage swahili, qui donc contributif du peuplement humain de Madagascar, serait lié à des mobilités de population ou des réseaux commerciaux, par exemple. Et sur les hautes terres où on pratique, et ça c'est ce qu'on retrouve surtout le côté matrilinéaire, en tout cas, originellement, sur les littoraux de Madagascar. Et sur les hautes terres, on pratique plus l'agriculture avec gestion de terres, de ressources. Donc, on est sur des systèmes plus patrilinéaires, donc liés à la transmission de ces ressources, transmission aussi de ces rizicultures, de ces rizières irriguées. Donc, ça permet de savoir qu'il y a aussi de différences, qui hérite quoi, les dynamiques d'occupation du sol, voilà comment tout ça c'est... Et c'est utile aussi sur l'aspect des pratiques funéraires. Donc nous, on est sur Madagascar, sur notre problématique. Alors c'est une mission, on en est à notre 4e année de fouille, on va entamer cette année, donc c'est une mission assez jeune. Et on est sur les 1000 ans de cette construction, de cette diversité culturelle. Et on s'est attaché particulièrement aux rituels funéraires, parce que c'est un excellent marqueur d'identité culturelle, en cela qu'ils vont témoigner au fait des liens entre les territoires et les ancêtres. Ils vont nous permettre de savoir qui est enterré, où est enterrée telle personne, telle lignée, tel groupe, les mobilités entre le groupe effectivement, et aussi le processus d'hybridation culturelle. Et nos fouilles sont centralisées, pour l'heure, se situent sur les hautes terres centrales de Madagascar, donc la région bleue que vous voyez là. Et tout près de la capitale, donc. La capitale, Antananarivo. Et aussi, depuis 2 ans, nous avons commencé à travailler sur des régions plutôt du littoral, dans le nord-ouest, dans des grottes sépulcrales. Alors, un aperçu de ce qu'on commence maintenant à comprendre sur les hautes terres, avec des caveaux, des structures mégalithiques qui fonctionnent à logique lignagère, et puis des grottes sépulcrales dans le nord-ouest également, qui peuvent fonctionner de la même façon, mais qui sont beaucoup plus simples, on va dire, de construction. Donc, l'archéologie que nous menons nous permet aussi de comprendre l'environnement. Alors, ça nous permet de réfléchir à des questions cruciales telles que la gestion de l'eau, la déforestation, la gestion du feu, la déforestation, questions cruciales comme l'eau aussi. Alors, peut-être que beaucoup parmi vous ont entendu parler de la révolution qui s'est passée à Madagascar ces derniers temps, qui a été initiée, au fait, par ce problème d'eau et d'électricité. Et ce bidon jaune, malheureusement, en est le symbole assez triste. Et puis, je vais aussi parler de l'ensablement des mangroves que nous commençons peut-être à comprendre à travers les trajectoires écologiques, justement, du passé. Alors, un constat préoccupant, et c'est triste de montrer cette carte toujours, qu'en 75 ans, Madagascar est passé d'une description d'une île verte à l'île rouge, justement à cause de la déforestation, à cause du feu, qui dénude le sol et qui charrie au fait cette latérite rouge qui se retrouve entraînée par le ruissellement, par les rivières, et qui peut attaquer des écosystèmes aussi lointains que les hautes terres, par exemple, et qui peuvent aller vers les littoraux. Donc, cette déforestation va transformer des zones forestières en des zones, en un paysage de savane, et avec une perte totale de biodiversité. Vous vous installez en plus, par ces fouilles, avec une histoire qui s'est racontée depuis des générations, justement sur ces migrations que vous allez nous développer maintenant, et qui ne correspondent pas forcément à ce que vous trouvez dans vos fouilles. C'est-à-dire, on s'est raconté de génération en génération les migrations de telle ou telle population, l'existence des Bazimba, les Mérinas qui sont arrivés, les Sakalava aussi, et tout cela, ça vous permet, en ayant divers lieux de fouilles depuis maintenant 4 et bientôt 5 ans, de peut-être nuancer ces récits tels qu'ils ont été faits auparavant. Et effectivement, donc cette problématique des Vazim, c'est essayer de comprendre qui étaient ceux qui précèdent
la population actuellement, parce que Vazim, c'est un peu cette description. Et chaque groupe à l'intérieur de Madagascar, avec cette mosaïque culturelle que je vous ai expliquée, a son Vazim. Alors, parmi les questions qui sont restées figées, justement, c'est les liens, justement, entre les différents groupes. C'est pour ça qu'on voudrait vraiment essayer de reconstituer les liens entre les populations, parce qu'il y avait des discours... Avec des chronologies Avec des chronologies. Alors, avec des chronologies, bien sûr, parce que c'est ce qu'on va réussir à accumuler petit à petit avec les données archéologiques, avec aussi les données culturelles, avec les pratiques funéraires, les artefacts que nous observons, les gestes rituels qu'on observe sur les hautes terres, mais aussi chez les Sakalaves, par exemple. Il y avait des discours figés entre les liens entre les Mernes et les Sakalaves qui au fait, décrivaient de groupes belliqueux qui s'affrontaient seulement au XVIIe siècle et qui n'avaient aucun lien avant et qu'il y avait juste des razzias entre les deux. Nos données montrent petit à petit qu'en fait, il y avait des liens qui existaient depuis le XIIe, XIIIe siècle et que justement, ces liens, ont forcément contribué à des mélanges, des rencontres. Sur ce point. Allez, continuez. Voilà, donc justement, en parlant, donc, il y a, dans le contexte que je dressais tout à l'heure, il y a une mosaïque culturelle. Alors, je reviens sur l'aspect de cette diversité. On a des groupes à Madagascar de chasseurs-cueilleurs, comme en Amazonie. Donc, ils vivent de chasse, de cueillette, ils vivent aussi un peu d'agriculture, et qui sont totalement menacés, en fait, par cette déforestation, des avancées, justement, d'entreprises minières, d'activités minières. Et puis à côté de ça, on a les agriculteurs qui vivent aussi de façon traditionnelle. Alors il faut imaginer, peut-être que c'est le cas aussi de beaucoup de missionnaires ici, où à Madagascar, on a des groupes où, dans le village où on a été cette année, par exemple, il y avait 3 bidons de plastique et c'est tout, et puis 3 téléphones portables pour tout. Donc il y a des groupes qui vivent encore de façon traditionnelle et ce n'est pas du tout exceptionnel, mais ils sont totalement menacés. Ils ne peuvent plus vivre de leur agriculture. Le sol ne tient plus rien, donc c'est assez catastrophique. Alors, ce qui m'amène à poursuivre cette histoire du feu. L'histoire du feu, les feux naturels, bien sûr, ont existé, mais ils pouvaient être régénératrices. Il y avait une accélération, il y a 1500 ans environ, de cette utilisation du feu à Madagascar. Ça a entraîné un changement écologique important. Les paysages forestiers ont été transformés en savane. Et cela coïncidait avec la disparition des mégaphones qui ont été remplacés par des herbivores domestiques. Et ce qui, justement, souligne ce changement économique où des pasteurs et éleveurs et agriculteurs donc, étaient déjà en place. Et actuellement, le problème, ce qu'on observe, c'est qu'on a une anarchie totale dans la gestion du feu. Les feux ne sont plus du tout maîtrisés, ils sont trop fréquents, c'est annuel, c'est chaque année, et plusieurs fois même dans l'année, et attaquent même la lisière des forêts primaires, donc c'est totalement destructrice et absolument pas régénératrice. Il y a des causes profondes pour ça, avec une absence totale de régulation des politiques publiques, ou peut-être presque totale. Et ça a une cause historique profonde, parce que on peut même dire que ça peut remonter dès les premiers contacts avec les Européens, puis s'en suivait la colonisation, puis s'en suivait la décolonisation, puis les politiques actuelles qui n'ont pas du tout pris, au fait, ou n'ont eu aucun intérêt sur ces questions de déforestation. Alors, une idée ici pour vous montrer un peu ce que nous, on observe, la trace de ces déforestations dans un sondage qu'on a fait dans une grotte sépulcrale où on a travaillé. Alors, tout en bas, vous voyez le sol vierge, avec une occupation humaine qui commence il y a 1000 ans environ. Et on commence à voir une accumulation des traces de cette déforestation progressive, avec des accumulations de charbon de bois. Et on voit, avec les parties un peu grossières, telles que vous le voyez là, que tout, au fait, s'accélère. Il y a cette accumulation de gravier qui est là de façon importante. Donc ça, c'est ce qu'on récolte actuellement. Et sur les hautes terres, nous nous sommes intéressés particulièrement à des sites à fossés circulaires. Il y en a des dizaines de milliers.
et qui Tant que ça de sites à fossés. Tant que ça. Tant que ça, oui, oui. Alors, il y a, dans les années 70, il y a un archéologue qui en a dénombré 16 000. Avec les technologies actuelles, ben, on monte à 50 000 et il y en a qui en disent encore plus. Donc nous, en collaboration avec des géographes, ben, un des volets que nous essayons de faire, c'est justement d'essayer de répertorier justement cette démographie, enfin, déjà physiquement ces sites, et ensuite d'essayer de trouver des chronologies, d'essayer de les classifier, etc. Alors ils ont une occupation qui s'étale entre le XIIIe et le XIXe siècle, de formes avec très variées, très diverses, et avec une technicité assez impressionnante et qui souligne une structure sociale importante au fait qui était en place à ce moment-là. Tous ces sites, la majorité, sont abandonnés. Il n'y a plus rien du tout sur tous ces sites. Donc se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? La tradition orale parle de diminution des ressources en eau. Est-ce que c'est dû au changement climatique? Toutes ces questions sont ouvertes et que nous sommes en train d'essayer d'y réfléchir. Et quelle est la place de la déforestation aussi là-dessus? Donc pour vous donner un ordre d'idée, dans un rayon de 5 km, tout ce qui est cerclé en blanc là, c'est ce qu'on peut déjà avoir une petite idée de la concentration de ces sites fossés. Aussi quelques images pour montrer l'effondrement des ressources en eau, qui peut être une piste, en fait, qui est vraiment un cas qui se trouve sur les hautes terres. Donc là, fléché en rouge par ici, vous avez en fait des traces de terrasses qui étaient utilisées au XVIIIe siècle, et il y a une descente, en fait, de création de terrasses en contrebas de vallée. Et ça, c'est quelque chose de classique maintenant dans le paysage malgache. C'est en train de se produire partout. Et à côté, vous avez un fossé circulaire, justement, qui est totalement asséché, alors que, certainement, dans le temps, en fait, ils servaient à canaliser l'eau, ils étaient très importants pour l'eau. Donc, en altitude, il y a disparition de ces ressources, et actuellement, enfin, c'est quelque chose qui débute depuis le XVIIe siècle. Donc, il y avait un choix économique des royautés sur place qui était de développer la riziculture. Donc, il y a un développement croissant de la riziculture. Et pour vous donner une idée aussi, les rochers au milieu de cette rizière qui se trouve là, en fait, au XVIe siècle, elle était complètement recouverte d'eau. Donc, vous voyez la flèche rouge pour voir bien l'étendue, vue du ciel, de ce que ça peut occuper comme surface. Et ça, c'est encore une fois classique dans le paysage malgache. Et j'en viens maintenant aux mangroves. Avec cette problématique d'ensablement et de défrichement. Alors dans le village où on a été, les mangroves, on s'est aperçu que les villageois abattaient totalement, en fait, avaient un projet d'abattage des mangroves qui étaient autour de leur village. Donc ça nous inquiétait beaucoup, on leur a posé la question, et en fait ils nous disent, la réponse c'était, en fait les ressources marines, parce que ce sont des pêcheurs en fait, ne nous donnent plus rien, on n'arrive plus à manger, donc il faut qu'on passe à l'agriculture et on va cultiver. C'est très difficile à entendre, mais en fait ils ne font que récolter ce problème d'érosion, parce que l'érosion, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ensable le mangrove. Mangrove a un rôle nourricière pour les ressources marines. Oui. Oui. Donc, quand elle ne remplit plus cette fonction, c'est fini et véritablement, ils ne peuvent plus manger. Donc, c'est un véritable problème. Alors que nos découvertes, nos travaux en cours montrent que au XIIe siècle, en tout cas, il y avait une culture assez florissante à cet endroit-là. Il y avait des populations qui étaient importantes, aussi dans alors qui sont totalement oubliées des populations locales. Et on se demande où est-ce qu'ils habitaient aussi. Donc, voilà, c'est une question. Donc, l'archéologie que nous développons à Madagascar, pour conclure rapidement, révèle plusieurs dynamiques majeures. Premièrement, c'est l'effondrement d'une société qui était fortement hiérarchisée au cours des 2 derniers siècles. Et que dans les hautes-terres, il y avait eu un changement majeur avec l'essor de la riziculture irriguée, que parallèlement à cela, il y a eu un tarissement des ressources en altitude, et c'est ce que nous essayons de documenter à travers un laboratoire international, et qu'il y a des déclenchements de feu depuis les 2 derniers siècles qui sont dans une anarchie totale, sans aucune régulation locale et régionale, avec une aussi destruction anarchique des mangroves.
Donc ça soulève des enjeux de politique publique assez importants, qu'il est nécessaire de renforcer l'implication de l'État et des administrations régionales, qu'il est important de développer l'étude justement des ressources en eau et leur évolution. Alors nous commençons à y participer et qu'il est très important de reprendre le contrôle du feu et faire un passage de l'État aux communes, puisque ça crée une proximité, en tout cas directe, et dialogue direct avec les villageois, et qu'il faut accompagner les populations côtières, par exemple, dans l'exemple que je montrais tout à l'heure, vers peut-être des ressources traditionnelles. En tout cas, on sait qu'on a rencontré des ONG sur place et des organismes aussi gouvernementaux qui essaient d'œuvrer là-dessus, parce que ce n'est pas un cas à part, et qui essaient d'aider les populations. Merci. Est-ce que sur ce point, vous vouliez rajouter quelque chose, M. Rasoul-Jain? Bonjour mesdames et messieurs. Moi, plutôt, je vais raconter une histoire pour vous. L'histoire d'un pays, d'une discipline et d'une transformation profonde qui s'opère aujourd'hui grâce à une nouvelle génération, mais aussi grâce à un projet déterminant, les projets Mission archéologique France-Madagascar, alias MAFMAD, financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il y a un siècle, l'archéologie à Madagascar ne servait pas les Malgaches, elle servait ceux qui venaient collecter, exporter et accumuler. On fouillait sans méthode, on prenait les objets, on emportait les ossements, parfois même on capturait les récits. Et tout partait dans des caisses embarquées sur des bateaux, sans retour, sans explication. Cette mémoire reste vide dans les villages, beaucoup disent encore. Les chercheurs viennent pour prendre ce qui est à nous. Cette blessure a durablement marqué la discipline. Après 1960, une génération pionnière, inspirée notamment par le professeur Pierre Vérin, établit les premières bases scientifiques de l'archéologie malgache, des formations, des fouilles méthodiques, publications structurantes. Mais les moyens restent limités, les thématiques sont restreintes, le patrimoine n'est pas protégé et les vestiges prélevés dans les décennies passées ne reviennent toujours pas. La discipline progresse, mais lentement. La confiance, quant à elle, reste fragile. Depuis quelques années, une nouvelle génération d'archéologues malgaches arrive, mieux formés, plus connectés et plus responsables. Ils veulent une archéologie exigeante, ouverte et collaborative, une archéologie qui n'extrait plus, mais qui partage. Et c'est là que le projet Mission archéologique France-Madagascar joue un rôle essentiel. MAFMAD n'est pas simplement un soutien financier, c'est un catalyseur, un accélérateur et un symbole. Grâce à ces financements, les étudiants et jeunes chercheurs malagasy accèdent à des chantiers écoles de haut niveau, des formations en méthode de fouilles modernes, la maîtrise des SIG, de la photogrammétrie, des outils 3D, des compétences en environnement, restauration et conservation, des opportunités de publication et de visibilité internationale. C'est que la discipline attendait depuis longtemps. La mission archéologique France-Madagascar contribue à les rendre possibles. Dans les villages, les habitants voient une approche nouvelle, des archéologues qui expliquent, dialoguent, montrent et restituent. On ne fouille plus dans les silences, on travaille surtout avec les communautés. C'est un changement profond. Pendant des décennies, l'archéologie a pris plus qu'elle n'a donné. Le projet MAFMAD fait exactement l'inverse. Il restitue, il partage, il ouvre et il transmet. Il montre qu'un financier international peut soutenir un modèle éthique, responsable et profondément ancré localement. C'est une justice archéologique assumés et incarnés. Les étudiants formés aujourd'hui deviendront les chercheurs de demain, les conservateurs de musées, les médiateurs culturels, les gestionnaires des sites patrimoniaux, les spécialistes du territoire. Les projets construisent non seulement des compétences, mais une génération entière
capable de porter l'archéologie malgache vers l'autonomie et l'innovation. Depuis peu, une dynamique nationale émerge. Le ministère de la Culture a réuni à Antananarivo des acteurs du patrimoine venus de tout pays pour leur demander enfin comment engager toutes les parties prenantes à protéger et valoriser ensemble le patrimoine malgache. Se tournant vers une politique plus inclusive et durable était attendu depuis longtemps. Il faut dire que jusqu'ici, la gestion du patrimoine à Madagascar reposait souvent sur des initiatives isolées, quelques musées, quelques projets universitaires, mais aussi l'archéologie préventive menée par certaines sociétés minières comme Ambatovi, qui intervient ponctuellement pour documenter ou sauver des vestiges menacés par les aménagements industriels. Ces efforts, bien qu'importants, restaient dispersés et sans cadre national cohérent. C'est dans ces paysages fragmentés que le projet Mission archéologique France-Madagascar a joué un rôle pionnier. Bien avant la consultation nationale, MAFMAD a montré sur le terrain ce que pouvait être une gestion patrimoniale réellement partagée, placer les communautés au centre, poser des questions plutôt qu'imposer des directives, former des guides locaux, ouvrir des chantiers écoles, organiser des restitutions publiques, soutenir le tourisme équitable. Pour de nombreux villages, c'était la première fois que l'archéologie ne venait pas apprendre, mais transmettre, laisser une trace positive et une fierté nouvelle. En démontrant qu'une gestion participative durable et transparente était possible, MAFMAD a ouvert la voie et préparé les esprits. Ainsi, la politique nationale actuelle ne part pas de zéro. Elle prolonge ce que MAFMAD a initié sur le terrain, en rappelant que le patrimoine n'est pas un simple objet d'étude ou un enjeu industriel ponctuel, mais un levier de développement, d'identité et de cohésion, construit avec et pour les communautés qui les font vivre. Grâce à ces transformations, les recherches avancent vite, les archives du sol révèlent des migrations multiples, des adaptations écologiques, des paysages façonnés par les feux, des mangroves en recul depuis des siècles, des sources d'altitude disparues depuis la fin du XIXe siècle. Et lorsque nous partageons ces résultats dans les villages, on nous dit souvent « cela continue aujourd'hui », cela, nous venons de les vivre, cela arrive déjà chez nous. Le passé éclaire le présent et nous aide à préparer l'avenir. Notre projet permet de créer une archéologie plus équitable et décoloniale, une collaboration authentique avec les communautés, un tourisme patrimonial durable, une fierté renouvelée autour du patrimoine malgache. Là où l'archéologie coloniale prélevée, l'archéologie moderne et décoloniale soutenue par MAFMAD transmet, implique et renforce. L'histoire de l'archéologie Madagascar a connu l'extraction, l'oubli, la méfiance, mais aujourd'hui, à travers les projets MAFMAD, un nouveau chapitre s'ouvre, un chapitre fondé sur la justice patrimoniale, la formation, la transparence et la collaboration et la responsabilité partagée. Un chapitre où l'archéologie devient un moyen de reconstruire un lien, de réparer une histoire et d'imaginer ensemble un avenir durable et équitable. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup pour cette exhortation, pourrait-on dire, Monsieur Rasoul-Jain. En particulier, j'ai gardé ce terme de justice patrimoniale que je ne connaissais pas, mais il est très utile. Et surtout, cette phrase que vous avez prononcée, on ne fouille plus dans le silence. On voit bien qu'on ne fouille plus dans le silence, parce que nous sommes là justement pour parler de tout cela. Je vous remercie donc les 4 intervenants, intervenantes de cette première discussion autour des possibilités que l'archéologie offre pour mieux comprendre non seulement le passé, mais aussi pour prévoir l'avenir. Et je vais demander aux participants suivants de nous rejoindre en vous remerciant et de vous rejoindre votre siège.